Bonjour à toutes et à tous. On va commencer et on va laisser les dernières personnes s'installer. Le débat là, qui va nous animer, reculs mondiaux sur l'écologie, les entreprises ont-elles beaucoup à perdre? On va essayer de rentrer très vite dans le vif du sujet. De l'autre côté de l'Atlantique, une formule tristement célèbre a marqué finalement les derniers mois. Drill, baby, drill. Mais croire que Donald Trump à lui seul a fait que l'écologie, les paramètres sociétaux de gouvernance ont terminé dans les notes de bas de page des rapports économiques serait peut-être un peu trompeur, puisque ici aussi, du côté de ce côté de l'Atlantique, on a vu des choses se dessiner. J'allais dire, pour faire le rapport avec Donald Trump, c'est plutôt ici l'ambiance Simplify, Baby Simplify, avec notamment le paquet Omnibus. Et on a voulu rentrer vraiment dans le vif du sujet avec une question assez aiguë qui va caractériser pas mal de choses qui nous traversent ces mois-ci. Je vous présente rapidement nos débatteurs, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je commence par vous, Isabelle Spiegel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Isabelle Spiegel, vous êtes vice-présidente de Vinci, en charge de toute la partie environnement, pardon, et Vinci, c'est le groupe majeur en termes de concessions, services à énergie, construction. Vous êtes présente, et c'est important de le dire parce que c'est un regard aussi qui est le vôtre, dans une centaine de pays, et c'est à peu près 280 000 salariés, Vinci. Donc ça vous permet d'avoir une hauteur de vue. Juste à côté de vous, qui faisait un signe à la salle, Jean-Benoît Besset, bonjour, merci d'être avec nous, Jean-Benoît. Bonjour, je faisais un signe à une collègue. Vous êtes directeur de la transition énergétique et environnementale du groupe Orange. Orange, poids lourd du groupe Télécom. Mais l'activité d'Orange ne se limite pas aussi aux frontières françaises, puisque le groupe est présent dans 25 pays et compte à peu près 300 millions de clients dans le monde. Donc là aussi, un regard international qui sera intéressant d'explorer. Juste à côté de vous, Marc Sabatier. Bonjour Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes cofondateur et CEO de Juliette Sterwen, le cabinet de conseil en stratégie, transformation et innovation. C'est à peu près quoi, 500, 600 consultants aujourd'hui? Un petit 800. Un petit 800, d'accord. Vous avez grossi pendant la nuit. Premier engagement de cette entreprise à mission, important, je le note, conseiller pour le bien. À côté de vous, Guillemette Kreis, vous êtes directrice des participations au sein de l'APE, l'agence de participation de l'État, qui est une structure qui investit dans des entreprises qu'on va juger stratégiques pour l'État. Aujourd'hui, vous accompagnez environ combien d'entreprises d'ailleurs? 88 participations. 88, parce que j'ai peur de me tromper dans les chiffres au fur et à mesure, avec des secteurs aussi variés que l'aéronautique, la défense, l'énergie, les transports, les médias. Donc et ça, c'est un acteur. L'APE est une structure extrêmement importante. Vous voulez intervenir? Oui, peut-être juste en écho à ce que disait Benoît Hamon à la fin du panel précédent. L'APE, l'Agence des participations de l'État, représente l'État, pas dans toutes ses composantes et donc pas dans toute son instabilité et son éparpillement, mais l'État actionnaire, donc dans les participations capitalistiques de l'État au sein de 88 participations. Précision faite. À côté de vous, Bernard Léca. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'ESSEC Business School et directeur académique de la chaire Talent de la transition écologique. Merci d'être avec nous, Bernard Léca. Merci beaucoup. Alors, même si l'ESSEC est plus petite que ces autres institutions, on est présent en Asie et en Afrique, ce qui permet aussi d'avoir un regard un peu différent sur ces sujets. Notre table ronde s'intitule « Reculs mondiaux sur l'écologie, les entreprises ont-elles beaucoup à perdre ?» Je propose qu'on s'intéresse d'abord sur la première partie de la formule, celle qui est avant les 2 points, pour savoir déjà si toutes et tous vous êtes d'accord sur aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de vivre un recul mondial sur l'écologie ou des reculs mondiaux si on le met au pluriel. Isabelle, est-ce qu'on y est? Est-ce que vraiment c'est caractérisé aujourd'hui? Oui et non. Je vais faire des réponses tout en équilibre puisqu'il faut qu'on adresse tous les enjeux à la fois et qu'en même temps le temps est compté. Donc effectivement, il y a de la simplification réglementaire, il y a drill baby drill de l'autre côté de l'Atlantique et en même temps, dans le monde économique et les entreprises que je côtoie, il y a zéro recul. Certaines, et c'est le cas de la mienne, se sont engagées sur une ambition environnementale forte à 2030 et on a pu réaffirmer toutes ces dernières années, mois, etc., qu'il fallait continuer. Et tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science nous dit que ça ne va pas assez vite, qu'on est déjà dans le mur sur les aléas climatiques, qu'on se prend de plein fouet. Et en même temps, je pense que 2026, avec les crises géopolitiques qui se sont rajoutées, la guerre
qui arrive d'autant plus. J'ai l'impression qu'on a plutôt une cohérence qui est en train de se refaire beaucoup plus forte entre souveraineté économique et bas carbone, notamment par l'électrification. Donc j'ai tendance à y voir un sans doute moment de crise, ça évitant, qui fait que beaucoup se posent de questions dans tous les sens, mais en même temps qui devrait permettre d'accélérer beaucoup plus fort sur des évidences, telles, encore une fois, l'électrification. C'est exactement la même chose sur la circularité. C'est-à-dire réduire notre dépendance à des ressources, matériaux critiques, et en même temps mettre en œuvre la circularité, créer des emplois et du développement économique. Donc j'ai envie d'y voir ce côté extrêmement optimiste, et finalement, plutôt que mon oui et non du début, de dire non, il n'y a pas de recul sur l'écologie. Jean-Benoît, recul par recul? Moi, je partage beaucoup ce qui vient d'être dit. En fait, il y a quelque chose où il n'y a pas de recul, c'est les enjeux et les problèmes qu'on a à régler. Ça, eux, ils n'ont pas changé. Il y a peut-être un certain nombre d'entreprises, alors Total a été cité, hein, c'est pas la seule. Les pétroliers, il y en a qui n'ont jamais pris d'engagement, donc ceux-là, ils n'ont pas reculé. Il y en a qui ont abandonné leurs engagements il y a bien longtemps, je pense à BP, British Petroleum, hein, je crois, et puis Total récemment vient de dire que finalement ils comptaient plus le scope 3. Mais en fait, quelque part, c'est peut-être des gens qui avaient pris des engagements qu'ils ne se savaient pas tenir, être capables de tenir. Ils profitent de l'occasion de nettoyer un peu le grenier. La période est plus favorable pour eux, quoi, finalement. Voilà. D'autres entreprises, comme Vinci, comme Orange, chez nous, on dit que les engagements RSE sont inébranlables. Pour la raison qui a été citée, c'est que les problèmes sont devant nous, en fait. Hein. Nous, on opère en Afrique, vous l'avez dit. En Afrique, les groupes électrogènes, c'est un problème. Donc on solarise. Quoi que dise Trump, on va continuer à solariser. Parce que c'est un problème à régler. Et on a plein d'autres problèmes comme ça. On parlera de l'adaptation, je pense, sans doute, à un moment donné. Et voilà, donc le recul, ça va dépendre. Les entreprises sont engagées, elles n'ont pas reculé d'un centimètre sur le sujet. Marc Sabatier, vous qui avez un regard, au sein des entreprises, finalement, sur cette notion de recul. Sans répéter ce qu'ont très bien dit Isabelle et Jean-Benoît, ce qui est un peu embêtant aujourd'hui, c'est... puisque la réponse évidemment à mesurer en fonction des sujets, les entreprises sont encore très investies sur le sujet, plus que jamais d'ailleurs, aux États-Unis en particulier d'ailleurs, hein, c'est ça qui est amusant, hein, parce que vous avez évoqué Donald Trump. Mais maintenant, ce qui est le plus embêtant, c'est que le recul, ou plutôt j'avance, je repars en arrière, je simplifie une réglementation, mais je ne simplifie pas la réalité, en revanche. Donc il y a beaucoup d'échanges sur les sujets qui troublent énormément la vue sur l'écologie. Sans doute pas pour les entreprises, quoique, pour certaines peut-être, mais peut-être aussi pour le grand public. Enfin, on a vu aussi qu'en France, la préoccupation vis-à-vis de l'environnement a baissé de 5 crans ou un truc comme ça dans les années qui viennent de s'écouler. Ça, c'est embêtant. Parce que ça crée justement l'instabilité dont ont besoin les entreprises, qui est l'ennemi de l'entreprise. Hein. Ça crée une espèce de flou stratégique. Et c'est la dernière chose dont ont besoin les entreprises aujourd'hui. Donc en fait, c'est plutôt cette espèce de sentiment d'ambiance, de recul sur le sujet qui fait qu'on crée un environnement trouble. Et ça, c'est embêtant pour les entreprises. La difficulté à se projeter, quelque part, un peu de visibilité, de lisibilité. Voilà, la stabilité n'a pas de prix pour les entreprises. Isabelle Kreis, sur cette notion de recul qu'on interroge, mais qu'on sent palpable quand même, les uns les autres, je vous entends, mais si on se pose la question, c'est que l'année dernière, on ne s'aurait pas nécessairement posé. Oui, alors je ne vais pas aller dans votre sens, je vais plutôt aller dans le sens de mes collègues. Peut-être qu'il y a un biais dans les entreprises à participation publique, mais c'est vrai que ce qu'on voit, nous, dans notre portefeuille, c'est qu'il n'y a pas de recul des questions sur l'écologie et que tout le travail qui a été fait, peut-être un petit peu dans la douleur de CSRD ou de mise en place des mesures et des bases de données, aujourd'hui, tout ce travail est là. Et on commence à avoir un historique sur les données, on commence à avoir des vraies réflexions qui sont passées de contraintes peut-être externes à vraiment des outils de réflexion stratégique. Et peut-être le sujet de la souveraineté, on y reviendra, mais on voit vraiment un alignement entre les questions écologiques et de maîtrise de la transition et la souveraineté économique. Bernard Lecard, alors vous aussi, vous allez me dire qu'il n'y a pas de recul ? Pour un débat, il faut que tout le monde ne soit pas d'accord. Je ne vous ai pas payé pour ça. La question initialement, c'était sur les reculs mondiaux. Donc je suis allé voir un peu les recherches.
Et en fait, EDF fait tous les ans une étude sur le changement climatique et l'opinion sur le changement climatique. On se rend compte que la prise de conscience, c'est toujours la même. C'est-à-dire que les gens continuent à être inquiets du changement climatique, mais il y a un recul par rapport à d'autres sujets. Le sujet qui s'est imposé, semble-t-il, maintenant, c'est le coût de la vie, avant tout. Et puis après, pouvoir d'achat, quoi. Voilà, et ça, c'est un peu partout. Quand on voit en France, c'est le coût de la vie, c'est la sécurité, c'est les systèmes de santé et c'est la guerre. Et puis après, il y a le changement climatique. Et quand on regarde auprès des entreprises, alors je suis allé voir ce que fait le World Economic Forum parce qu'ils ont un panel qui est pas mal, où il y a 11 000 décideurs dans 120 pays qui interrogent. Et alors là, il y a un truc vraiment intéressant, je crois, c'est qu'ils posent la question pour les 2 ans à venir et pour les 10 ans à venir. Pour les 2 ans à venir, on a un recul, c'est-à-dire que les événements climatiques extrêmes, c'était le numéro 1. Maintenant, c'est après les guerres provoquées par les États. En revanche, quand vous prenez à 10 ans, les 4 premiers sujets sont tous liés au changement climatique. C'est des problèmes des ressources, c'est des problèmes de biodiversité, c'est des problèmes de changement climatique. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette conscience, mais il y a des choses qui se sont ajoutées entre. Et il me semble qu'un des sujets, une des choses qui va changer pour les entreprises dont il faudrait peut-être parler, c'est pas seulement la question de la réduction, c'est aussi la question de l'adaptation. Parce que finalement, indépendamment, enfin pas indépendamment, pas entièrement indépendamment, mais malgré tout, l'économie française, c'est 1,5 des émissions si vous prenez l'empreinte. On a une augmentation, hein, vous savez qu'il y a une augmentation du carbone, il y a une augmentation de la température. Donc un gros sujet pour les entreprises, c'est comment est-ce qu'elles vont s'adapter. Ce que vient d'annoncer Bernard Lecca est intéressant, c'est-à-dire c'est de dire peut-être que vous ne caractérisez pas la notion de, je vois Isabelle hocher de la tête, de recul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en revanche dans une notion de compétition avec d'autres paramètres. Alors parfois, il y a une coexistence, il y a un alignement comme sur la souveraineté. Parfois, il y a des enjeux un peu divergents. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Isabelle, je vous regarde à Vinci, vous faites encore ouvertement aux États-Unis des engagements où ça vous oblige à aller vous prendre par procuration, à faire que vos actions environnementales, vous êtes obligé un peu de vous costumer comme une soirée et de dire non, il s'agit d'innovation, il s'agit de rentabilité, mais plus d'environnement? Alors, je pense qu'effectivement, il y a, de toute façon, le shift stratégique, il est pris, c'est-à-dire que environnement, économie et social vont ensemble. Et alors, chez Vinci, c'est vraiment ce qu'on appelle la performance globale. Donc, je pense qu'après, les questions qu'on se pose sur recul mondial ou pas, ou etc., c'est plutôt un rebond. Comme je disais, il y a des évidences comme l'électrification ou la circularité. Il est vrai qu'après, c'est une question d'adaptation à chaque interlocuteur qu'on a, et donc de prendre la bonne paire de lunettes, le bon filtre par rapport à ces interlocuteurs. Donc en ce moment aux US, moi ce que me disent les équipes, parce qu'on a toujours la même animation autour de l'environnement, c'est qu'effectivement on arrive encore beaucoup à avancer quand on appelle les choses efficacité et innovation. C'est-à-dire qu'il faut changer d'étiquette quand même. Alors, c'est pas uniquement du green hushing, parce que c'est effectivement le terme qu'on va mettre derrière, hein, c'est-à-dire de faire sans dire et de ne pas mettre de toute la communication qu'on pourrait. Mais effectivement, moi je dis tout ce qui est bon à prendre, c'est d'avancer. Donc à partir du moment où le changement de vocabulaire nous fait faire les mêmes actions et de mettre le même ciment bas carbone par exemple en œuvre, bah, effectivement j'ai pas trop de soucis avec ça. La limite, c'est qu'on ne tiendra peut-être pas 3, 5, 10 ans sur ce terrain-là, effectivement. D'autres regards sur, Isabelle, sur cette notion-là sur Guillemette, excusez-moi, cette notion un peu de changement de pied lié à la souveraineté, à des enjeux internationaux, vous pouvez sentir au sein des entreprises sur lesquelles l'APE est active? Oui, tout à fait. Donc la doctrine de l'Agence des participations de l'État, que Jean-Benoît doit bien connaître, c'est performance, responsabilité et résilience. Et donc on est vraiment au cœur de cette articulation entre souveraineté et responsabilité sociale et environnementale. Et peut-être si on regarde comme point de départ les investissements récents de l'APE dans des entreprises, et notamment pour des raisons évidemment éminemment souveraines, ça permet d'avoir peut-être un point de départ pour cette réflexion. Donc le portefeuille de l'État, c'est un portefeuille qui est relativement stable.
depuis de longues années, mais les 18 derniers mois, il y a eu pas mal de nouveaux investissements, notamment en défense des infrastructures critiques, notamment de connectivité. Donc on peut penser à l'investissement dans les câbles sous-marins. Vous savez qu'il y a quasiment 100% des données mondiales qui transitent par les câbles sous-marins. Voire des câbles qui se coupent. Voilà, donc un enjeu souverain totalement clair. L'État est aussi devenu l'année dernière le premier actionnaire d'Eutelsat, un opérateur de satellites, le seul opérateur de constellation en orbite basse européen, et comme on sait, est devenu un enjeu absolument crucial, et ça a été démontré pendant la guerre en Ukraine. Et puis, plus récemment, la reprise des actifs auprès d'Atos, des supercalculateurs qui, là aussi, sont une infrastructure souveraine pour le civil, pour l'infrastructure d'IA, aussi pour le quantique, et puis aussi pour la dissuasion nucléaire. Et avec la renaissance de Bull, que vous avez sans doute tous suivi. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu souverain très important. On peut aussi penser à la reprise à 100% des titres d'EDF. Bon, il faut remonter à 2023, mais finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui se passe, c'est que, notamment sur l'électricité, on en a déjà un petit peu parlé, mais ce qui était avant le trilemma, je ne sais pas si on dit en français le trilemme, d'objectifs qui pourraient être vus comme contradictoires, c'est-à-dire le prix, la sécurité de l'approvisionnement et puis l'aspect green, entre lesquels il aurait fallu arbitrer. Aujourd'hui, avec EDF redevenu à 100% public, ces trois pieds s'alignent et se rassemblent dans un triptyque de résilience, de responsabilité, de souveraineté et de performance. Et les autres investissements procèdent exactement de la même logique. Et d'un point de vue opérationnel, peut-être pour devenir un peu plus opérationnel, quand une société rejoint le portefeuille public, donc de l'État, elle rentre dans notre doctrine actionnariale, et donc il y a tout un partage de bonnes pratiques, il y a des cercles de responsables dont Jean-Benoît fait partie, notamment sur la partie RSE, et il y a un dialogue en gouvernance, qui est un outil absolument crucial entre l'exécutif et la gouvernance, qui se crée sur ces sujets. Jean-Benoît, sur cette notion, on va mettre de côté le recul, mais on a quand même le sentiment, en vous écoutant, qu'il y a un peu une notion d'intégration des paramètres ESG. C'est-à-dire qu'ils ont un peu atteint, dans certaines entreprises, finalement le cœur du réacteur. Et que peut-être qu'on communique moins dessus, peut-être que c'est un peu moins glamour, mais ça devient un enjeu extrêmement stratégique. C'est ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, chez Orange, ou pas? Oui, en fait, il y a une image que j'aime bien, c'est que pendant des années, on a dit que l'ESG, c'était la cerise sur le gâteau. Donc de la com, plutôt. Et aujourd'hui, le gâteau, c'est un clafoutis, en fait. C'est-à-dire, vous avez des cerises partout. Et en fait, moi qui suis dans une équipe centrale ESG, mon rôle, c'est de faire en sorte que tous les opérationnels traitent de questions ESG. Je n'ai pas besoin de plus d'experts ESG au sein de l'entreprise, ça ne me sert à rien. J'ai besoin que tous les opérationnels aient en tête des concepts ESG. Et pourquoi est-ce que c'est ça? Mais ce qui est une autre façon d'opérer. Mais oui, et c'est extrêmement important. Je reprends mon exemple de solarisation, en fait. Vous savez, on est présent en Afrique. En Afrique subsaharienne, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité fiable. Et donc nous, quand on pose du réseau, on n'a pas forcément accès à l'électricité fiable. Vous avez des pays comme le Cameroun, ce n'est pas un pays en guerre. J'étais, il n'y a pas très longtemps, à voir les équipes à Douala, capitale économique du Cameroun. Il y a 4 heures de coupure de courant par jour. Au Mali, on a connu 23 heures de coupure de courant par jour. Donc en fait, on est confronté à ça comme les populations. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous voulez être autonome en énergie. Donc la première façon, la plus simple, c'est de mettre des groupes électrogènes. Un groupe électrogène, c'est un cauchemar en fait. 1, ça pollue. 2, c'est cher, parce que c'est très volatile. 3, il faut transporter le gasoil. Et franchement, transporter du diesel sur des pistes défoncées avec des mobilettes et des jerrycans, c'est pas évident. 4, vous en faites faucher une partie au passage. 5, c'est des moteurs qui tournent, donc il faut faire de la maintenance sans arrêt, donc il faut renvoyer des équipes, faire des vidanges, changer des filtres, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On solarise. Et quand on va solariser, en fait, on acquiert une autonomie. Ce qui est intéressant, en fait, avec l'énergie décarbonée, c'est que fondamentalement, elle est beaucoup plus autonome. Et en fait, aujourd'hui, en Afrique, on a plus de 30% de nos sites mobiles qui sont solarisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% en énergie solaire, parce que, pas de bol, il fait nuit aussi en Afrique. Donc il y a des fois, il n'y a pas d'énergie, donc on a des batteries, ça suffit pour les petites configurations, ça ne suffit pas pour les grosses, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'on va aborder le sujet sous un prisme ESG,
En fait, on va regarder les choses différemment. C'est ce qui a été dit d'ailleurs dans la table ronde précédente. Et en regardant les choses différemment, on se pose des questions différentes qui nous amènent à aller chercher de la performance. En fait, pour nous, l'ESG, c'est une question de performance et de pérennité de l'entreprise, tout simplement. Et de résilience. Ce que je vous ai dit, exactement ce que je vous ai dit sur le solaire, le gasoil, etc., on a la même chose aujourd'hui sur la crise mémoire. Je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, il y a une crise sur les mémoires. Parce que les data centers sont en telle explosion, les gens ont tellement d'argent qu'ils achètent tous les stocks. Donc les pauvres fabricants d'équipements télécoms, ils n'en ont plus, ou de téléphones. Je peux vous dire que les prix des téléphones vont monter à partir de bientôt, là, en fait. Parce qu'il n'y a plus de mémoire. Donc en fait, plus vous avez réussi à développer de la circularité avant, plus vous êtes robuste à un choc. En fait, le ESG, et c'est pour ça que je parle de la footy, c'est une question d'efficacité opérationnelle et c'est une question de robustesse. Comment vous résistez au choc? C'est-à-dire, ce que vous traduisez, Jean-Benoît, c'est que le ESG prend toute sa valeur dans un monde qui est devenu extrêmement instable, disruptif, et sur lequel il y a beaucoup d'enjeux de matières premières, par ailleurs. En fait, juste, puis après je passe la parole aux autres, juste, en fait, on change de paradigme. On a pendant longtemps cru qu'on vivait dans un monde d'abondance. C'est terminé, en fait. Il n'y a pas d'abondance. C'est-à-dire, on sait très bien qu'en 2030, il sortira du sol pas assez de cuivre si tout le monde veut faire ce qu'il veut faire pour électrifier. Il y aura une pénurie, donc il y aura une tension. Donc ça coûtera plus cher. Donc tous ceux qui l'utilisent moins ou qui recyclent auront un avantage par rapport à tous ceux qui vivent comme s'il y aurait toujours du cuivre éternellement. Mais c'est la pénurie, mais c'est aussi la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Bon, c'est pas juste le manque de ressources qui est évidemment important, mais c'est aussi savoir d'où vient votre chaîne d'approvisionnement, d'où viennent vos matières premières, et ça c'est un enjeu absolument crucial. Et c'est un enjeu que vous sentez dans les participations aujourd'hui de l'APE, parce que évidemment elle est très perceptible en ce moment avec le détroit d'Ormuz, mais elle l'a été aussi avec le Covid, enfin avec différentes crises. Oui, ou avec les terres rares qui sont essentiellement en Asie et qui doivent être transportées, et dans des pays avec lesquels on n'a pas forcément des liens géopolitiques très stables. Et donc, pour revenir à la question, tout le travail qui a été fait dans le cadre RSE, de mesure, de compréhension, d'analyse, aujourd'hui sert et on voit à quel point il rend les entreprises résilientes. D'accord. Marc Sabatier, sur cette notion, on a l'impression, en vous entendant les uns les autres, ce qui n'est pas négatif, c'est qu'il y a une sorte d'alignement dans le monde dans lequel nous sommes rentrés depuis le Covid, avec finalement la démarche RSE, finalement il y a une compatibilité qui est en train de se dessiner. Vous le confirmez, Marc? Je confirme peut-être une remarque de forme, un point de vigilance, un point de difficulté quand on parle de ces sujets-là. C'est que on oppose souvent communication et puis réalité des choses qui se font sur le terrain. Le problème, c'est que, je prends l'exemple de Vinci ou d'Orange ou bien d'autres entreprises, quand on s'attaque vraiment à la transition environnementale et économique, à la transition énergétique, etc., très vite, on est sur la formule, on est sur la molécule, on est sur des choses qui s'appuient sur la science, qui sont très technologiques. On ne peut pas communiquer là-dessus. On est obligé de communiquer sur des choses qui sont... auprès de qui on communique? On communique auprès du grand public, on communique auprès des investisseurs, etc. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là, en fait, en réalité. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours une difficulté, c'est cette espèce de hiatus entre ce que laisse penser, ce que laisse apparaître la communication et qui, du coup, peut se balader un peu au gré du vent en fonction de ceux qui l'écoutent. Voilà. Et puis la réalité de ce qui se fait sur le terrain, qui est extrêmement scientifique, technologique, chimique. Voilà. Donc il y a une difficulté à parler de ce sujet-là, dans ce cadre-là. Et je pense que il y a la communication qui se balade et qui est portée par tous les vents, et puis il y a la réalité de ce qui se passe sur le terrain, qui est beaucoup plus posée, qui est dans le moyen terme industriel ou dans le long terme écologique, et qui avance d'une manière générale. Et ensuite, on a beaucoup, ma remarque par rapport à votre question, on a beaucoup parlé de résilience, de robustesse, même de souveraineté. En fait, toutes ces notions-là s'appuient précisément sur les transformations qui sont générées par les transitions, toutes les transitions, c'est-à-dire effectivement les dépendances critiques, les chaînes d'approvisionnement fragiles, la rareté des ressources. Donc, en réalité, tous les mots qu'on utilise aujourd'hui sont les mots qu'on utilisait plus sous forme d'ESG, de RSE, transition environnementale il y a 3 ans. Maintenant qu'on en parle moins, on vient parler de robustesse. Mais la souveraineté... Ou de guerre commerciale. Pardon ? Ou de guerre commerciale. Ou de guerre commerciale, mais de guerre commerciale ou de guerre d'approvisionnement, je reprends vos mots, Guillemette. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les entreprises qui justement se sont attachées
justement à traiter leur dépendance critique, à traiter les chaînes d'approvisionnement qui étaient fragiles hier, qui le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. On a parlé d'électrification. Ces entreprises-là, en fait, sont beaucoup moins touchées par la crise qu'on connaît au Moyen-Orient aujourd'hui que celles qui sont un peu en retard sur le sujet. Il y a un côté rassurant là-dedans qui montre que quand on s'attaque à ces sujets, on est plus résilient, on est plus robuste. Donc en réalité, tous ces investissements en matière de transition, voilà, dont on parle un petit peu moins parce que voilà, la communication vient prendre un peu le pas là-dessus, c'est un peu le prix d'entrée pour cette économie assurable, finançable, gouvernable demain. Et finalement, c'est vers celle-là qu'on avance. Certainement pas assez vite, mais c'est vers celle-là qu'on avance. Bernard, vous vouliez réagir? Oui, si vous regardez les profils des responsables de RSE dans les grandes entreprises, historiquement, c'est des communicants. Et de plus en plus, c'est des personnes qui viennent du métier. Et le sujet, c'est de plus en plus un sujet notamment financier. Ce dont on parle, c'est aussi des questions de risque. Comment vous évaluez les risques? On est sur le sommet de la mesure d'impact, on a des outils aujourd'hui. On a des outils depuis 2015 qui nous permettent, notamment ce qu'on a appelé la TCFD, qui a un peu changé depuis, précisément de préparer la résilience, l'adaptation. Et une des premières choses qu'on fait quand on déploie ce genre d'outils dans une entreprise, c'est qu'on repense la chaîne de valeur. On repense la manière dont on va construire de la résilience face à des enjeux climatiques. Et le type de raisonnement qu'on développe là, on peut même le développer par ailleurs. Donc, quelque part, ces enjeux climatiques, ça peut être une matrice intellectuelle qu'on peut utiliser aussi pour d'autres sujets ensuite. Mais enfin, ça a été abordé lors de la table ronde précédente. Je vais me faire l'avocat du diable, mais vu d'ici en Europe avec le paquet omnibus, les simplifications, les virages de dernière minute sur les moteurs thermiques et autres, on a l'impression quand même que c'est compliqué d'avoir un alignement, même si vous êtes tous en train de dire les uns les autres qu'aujourd'hui la démarche est devenue stratégique. Jean-Benoît, vous voulez réagir sur le... Oui, moi, je vous entends, mais après il y a une réalité politique qui est un peu différente. Moi je trouve que c'est pas compliqué d'avoir un alignement quand on a des convictions. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit que seuls les poissons morts suivent le courant. Et en fait, si vous avez des convictions, en fait, je me souviens d'un directeur RSE de Schneider Electric qui disait « Moi, j'ai jamais été embêté par la réglementation parce que je l'ai toujours devancé. » Donc en fait, si vous avez des convictions, si vous avez compris que opérationnellement vous aviez un enjeu à le faire, vous le faites, omnibus ou pas omnibus en fait. La CSRD, c'est super bien, objectivement. Hein. Ça a été dit dans la conférence d'avant parce que ça nous amène à nous poser des questions en fait, qu'on ne se serait pas posées. Ça nous amène à renforcer notre contrôle interne. Je peux vous dire que chez Orange, on a beaucoup bossé le sujet. Hein, et je ne peux pas dire qu'on ait un niveau d'exigence, de qualité de données sur l'extra-financier à hauteur du financier, mais on a accompli une grande partie de l'écart quand même maintenant. On est audité depuis des années, nos auditeurs sont de plus en plus exigeants. Je suis d'accord au fait que c'est x3 la facture des auditeurs aussi au passage, hein, qu'ils ont bien profité du système. Mais ils sont exigeants, mais on peut dialoguer avec eux aussi, on apprend ensemble, et c'est un véritable argument. Et donc, ok, ça bouge. Ça bouge, mais en fait, on n'est pas... alors aussi, on a de la chance, Orange, on est une grosse entreprise, quelqu'un de Vinci aussi, on a des moyens, en fait, et intellectuels et financiers, etc. Et donc, on peut absorber ces chocs, en fait. Et on peut, quand on s'y met, en fait, on y arrive. Mais si vous avez des convictions, vous avez bien compris qu'il y a un mouvement de balancier. Hein. Vous savez, le même qui dit drill, baby drill, l'État des États-Unis qui a le plus de solaire et d'éolien, c'est le Texas. Je discutais avec la patronne de Sweep, le logiciel de comptage extra-financier qu'on utilise chez Orange. Elle me dit que la région du monde où elle se développe le plus, c'est les États-Unis. Donc en fait, là-bas aussi, il y a des gens qui ont des convictions, qui ont bien compris l'intérêt économique, et puis ils avancent sous les radars, mais ils avancent. C'est la différence entre ce bruit ambiant et la réalité des choses. Isabelle, Oui, moi je voulais rebondir sur cette notion de mesure et qui a été donnée aussi en introduction en fait, de cette journée. C'est que la mesure, elle est aussi qualitative. Et c'est le discours de preuve qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la chimie, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont passés à l'action, à un moment donné ont fait quelque chose de différent, savent pourquoi ils le font, et ce n'est pas uniquement en application de la réglementation, et qui apportent énormément plus de valeur que ce qu'on avait avant. Donc je dirais que c'est à la fois de l'efficacité économique, parce qu'effectivement, encore une fois, toutes les questions de réduire les consommations, on y gagne en pure performance économique. Donc ça, c'est un peu le premier niveau, et hop, on arrive à réconcilier pas mal de personnes en interne.
Mais après, c'est vraiment de raisonner sur l'utilité de ce qu'on est en train de faire, sur la fonction, de remettre la fonction au centre et de dire il y a une partie. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous collectivement beaucoup plus mûrs pour admettre qu'il y a une partie qui est qualitative, on n'a pas tous les bons indicateurs, et en fait c'est du ressenti, c'est du feeling, c'est on est mieux, c'est du bien-être, il y a tout un tas de choses qui vont autour. Mais je trouve que le raisonnement clé, c'est vraiment d'avoir la fonction. Alors moi, je fais un exercice de style simplement en France dans le domaine des infrastructures. On parle de maîtrise d'ouvrage, donc le donneur d'ordre qui construit l'ouvrage, enfin qui design l'ouvrage, et la maîtrise d'œuvre, celui qui met les ressources à disposition, et c'est vraiment les métiers de Vinci. Et en fait, il nous manque la maîtrise d'usage. Donc il faut réellement remettre l'usage au centre, c'est celui qui va utiliser l'infrastructure. Et si on raisonne comme ça et qu'on remet vraiment l'usage au centre du raisonnement, qu'on dit à l'usage, une ville dans laquelle il y a plus de nature, c'est à la fois moins de risques financiers, d'inondations, etc. C'est du bien-être, c'est de la qualité de vie, c'est etc. En fait, vous allez complètement réconcilier environnement social et économique. Mais ça ne se fait pas en incantation, ça se fait vraiment par le discours de preuve et la démonstration sur le terrain, et un par un, des convaincus du quotidien, on va dire. Oui, juste peut-être sur les... C'est vrai que dans les grands groupes, ça a même... Enfin, le travail sur la CSRD, qui a pu être effectivement assez dense, a aussi parfois créé des percées assez fondamentales et structurantes pour avoir une vision consolidée au niveau groupe qui n'existait pas forcément avant. Et je dois dire qu'il y a même des petites entreprises dans notre portefeuille qui ont fait de la CSRD volontaire. Mais après, il faut quand même dire que, par exemple, au moment du déclenchement du conflit au Moyen-Orient, toutes les entreprises n'étaient absolument pas prêtes à identifier sur leur chaîne d'approvisionnement tous les problèmes que cela allait créer, même celles qui avaient énormément travaillé sur leur chaîne d'approvisionnement. On s'arrête une minute quand même sur cette notion de CSRD, parce que évidemment là vous avez des représentants de grands groupes, mais derrière vous travaillez aussi avec des consultants, des auditeurs, on a compris qu'ils font x3, ok. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout un travail avec des structures plus petites, des gens, de vos partenaires, des entreprises qui sont moins structurées pour ces démarches-là. En fait, c'est une réalité aussi. Est-ce que cette simplification aujourd'hui, elle rend ce dialogue-là un peu compliqué pour vous ? Juste un mot sur la CSRD et peut-être dans les entreprises plus petites. À mes yeux, un des problèmes qui a causé la nécessité de simplifier la CSRD, c'est que les choses ont été prises, et peut-être d'ailleurs par des gens de ma profession, ont été prises de façon extrêmement théorique en fait. C'est-à-dire qu'il fallait tout faire et être exclusivement, alors pardon, on est au sommet de la mesure d'impact, mais exclusivement pour mesurer et pas du tout pour bouger et pour agir. D'accord, c'est plutôt le constat que l'action. Voilà. Donc ça a coûté beaucoup d'argent à beaucoup d'entreprises pour avoir finalement quelque chose qui certes a ouvert les yeux et a montré en fait tout le spectre sur lequel il fallait travailler sur des sujets de transition, mais avec un sentiment finalement d'avoir des usines à gaz, etc. Donc il y a des solutions pour les plus petites entreprises. C'est notamment, nous on le fait beaucoup avec des branches, faire des CSRD collectives, parce qu'en fait, je sais pas, je veux dire, attention, je fasse attention à ce que je dis, mais beaucoup d'acteurs du bâtiment ont des doubles matérialités qui vont se ressembler un petit peu. On peut les faire ensemble, il n'y a rien de concurrentiel là-dedans. Hein. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau des branches, il y a plein de choses qu'on peut faire même de façon volontaire, et ça nous arrive d'accompagner ce genre de choses auprès d'entreprises d'un même secteur d'activité ou sur une même chaîne de valeur. On gagne beaucoup de temps, on est sur l'essentiel, et nous, notre baseline, c'est Act in Transition, c'est pas mesure in Transition, avec la logique derrière d'agir. En fait, ça ne sert à rien de mesurer si on n'agit pas. Et je pense qu'on a laissé traîner longtemps aussi avec la CSRD, c'est sans doute ce qui a valu cette simplification, moi qui me satisfait qu'à moitié. Pour quelle raison elle vous simplifie Pardon ? Pour quelle raison vous êtes satisfait qu'à moitié ? Mais parce qu'en donnant, en ouvrant la porte à une simplification et en se creusant pas la tête sur pourquoi c'est compliqué, on a pensé qu'on simplifiait la réalité, en réalité. Voilà. Donc moi je suis très preneur de la simplification, je suis absolument pas preneur de l'illusion que ça a simplifié les sécheresses, les canicules, ça a simplifié les chaînes d'approvisionnement critiques. Non, et pourtant dans cette espèce de gros brouhaha de communication, on a l'impression que ces trucs-là sont presque à moitié résolus, voilà, parce qu'on a simplifié, parce qu'il y a un omnibus. Je pense que c'était un mauvais choix, en réalité on aurait pu le faire autrement.
Dans les relations avec les partenaires, non, mais c'est un enjeu important parce que je pense pour la salle aussi globalement, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans les entreprises qui sont en lien avec des plus grands groupes. Il y a des gens dont c'est le métier, vous en parliez aussi tout à l'heure, Jean-Benoît, c'est-à-dire de dire aujourd'hui finalement j'attends plutôt de quelqu'un qui est en charge de quelqu'un qui ait le logiciel ESG dans sa tête, plutôt qu'il soit un spécialiste en tant que tel. Tout ça, c'est des modifications profondes. Ça impacte fortement les petites entreprises aujourd'hui, Bernard? Alors, pour les petites entreprises, enfin, sur tout ce qui est CSRD, ouais. Aujourd'hui, il y a des normes volontaires. Donc, vous pouvez... c'est une des rares choses qui est à peu près stabilisée. Sur le site de l'EFRAG, vous avez des normes volontaires pour les PME qui souhaiteraient mettre en place la CSRD. Moi, je voudrais juste insister sur une chose qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai parfois l'impression que sur la CSRD, on a une approche assez franco-française. C'est-à-dire qu'on a des très grandes entreprises, mais on a une petite économie malgré tout. Le problème de la CSRD, c'est la manière dont les Allemands, notamment, se la sont pas appropriés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en septembre 2024 que les Allemands n'étaient pas prêts. Et ça, enfin, on est 27. Alors évidemment, les entreprises françaises, elles sont parties tôt, elles étaient hyper préparées parce qu'avant, elles faisaient déjà des déclarations de performance extra-financière. Donc vous aviez tout ce savoir-faire. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas... Enfin, il faut embarquer tout le monde. Et la difficulté aujourd'hui d'une directive européenne, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte qu'elle soit partagée, notamment parce qu'il reste la première économie de la zone. Et là-dessus, j'ai quand même l'impression qu'il y a un travail qui aurait dû être fait en amont, de la Commission notamment, pour s'assurer que les choses étaient mises en place avant. Et d'où, me semble-t-il, le recul. Mais est-ce que vous ne croyez pas plutôt que c'est un avantage comparatif des entreprises françaises qui ont mis en place la CSRD de façon beaucoup plus opérationnelle, oui, même, et pragmatique? Vous avez raison. Maintenant, si on commence à raisonner avantage comparatif pour une directive européenne dans le cadre de l'Union européenne, c'est quoi notre état d'esprit? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en concurrence avec nos partenaires ou est-ce qu'on est en partenariat avec eux? Aux totalité, l'Union européenne aujourd'hui, c'est peut-être le niveau auquel il faut raisonner, peut-être pas seulement le niveau français. Que ce soit en termes de réduction des émissions ou que ce soit en termes de performance économique. On est face à la Chine, on est face aux États-Unis. Est-ce qu'on peut se dire, ah bah oui, mais au niveau européen, finalement, les entreprises françaises vont acquérir un avantage concurrentiel par rapport aux Allemandes? Je ne sais pas. Isabelle, vous vouliez réagir? Peut-être effectivement, ce dont on a besoin de la part des politiques publiques, c'est la direction en fait. Donc le Green Deal nous a donné un super signal, et notamment sur l'aspect finance durable, et la CSRD fait partie de ce paquet-là. Donc je dirais que nous, on a un peu, effectivement, grand groupe, les moyens d'avoir pris du recul par rapport à un manque de pragmatisme dans les dossiers sous, pour se dire c'était quoi l'esprit de la réglementation et de la loi. Donc ça, il faut le garder, ça on en a besoin. La direction vers le bas carbone, les objectifs, tout ce qui se passe à l'échelle internationale, on en a très largement besoin. Et heureusement, hein, le Brésil a sorti une taxonomie, la Chine a copié une partie du reporting de la CSRD. Donc en fait, c'est en train de bouger dans d'autres parties du monde, il n'y a pas que l'Europe. Après, la difficulté vis-à-vis, nous, on a principalement des petits fournisseurs et sous-traitants. Hein. Sur nos achats en France, c'est 48% de PME, TPE, donc elles ne sont pas soumises à ce reporting obligatoire, notamment la CSRD. Donc elles peuvent effectivement suivre des éléments volontaires. Simplement, c'est le besoin de ramener du pragmatisme et de l'alignement. Donc en fait, on travaille au niveau des fédérations professionnelles, et je pense à un outil, par exemple, un calculateur carbone, CFTP, TP comme les travaux publics, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, et qui permet de dire, voilà, on va tous calculer de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent bien que la pression de faire un calcul du bilan de gaz à effet de serre de tel et tel matériaux, travaux, projets, etc. est là, et donc CFTP a été reconnu aussi par l'ADEME notamment, comme voilà, un des outils de calcul. Et ça arrive à convaincre, vous arrivez à entraîner avec ça? On arrive à entraîner, mais c'est sujet par sujet. Donc en fait, devant la complexité du sujet, on revient à qu'est-ce qui est prioritaire, pourquoi le carbone, tout le monde est assez d'accord pour avancer dessus aujourd'hui. C'est pas le seul sujet, donc en fait, en permanence. Et là, c'est vrai qu'on a besoin de suffisamment de visibilité et de consistance dans les directives qui nous sont données de la puissance publique, hein, pour se dire effectivement qu'est-ce que je fais passer en premier par rapport à la complexité des sujets à adresser en même temps. Alors,
la bonne nouvelle de la souveraineté aujourd'hui, c'est que je reviens sur ces questions d'évidence. Donc il y a des sujets qui cochent toutes les cases, qui sont vraiment économiques, sociaux et environnementaux, et eux, il y a zéro question à se poser en fait. Il faut juste avancer. Et donc sur toute cette couche de pragmatisme, et concrètement, par quel outil, comment je calcule, comment je fais, le faire le plus possible en commun. Et heureusement, on est plusieurs acteurs, plusieurs secteurs, etc., à mobiliser les troupes de façon collaborative là-dessus. Jean-Benoît, je vous voyais hocher de la tête. Oui, en fait, il y a deux choses sur lesquelles je voulais réagir. La première, c'est sur la CSRD qui est un outil de reporting. Et le reporting, ce n'est pas la finalité. Je suis bien d'accord avec ça. C'est ce que disait Marc un peu tout à l'heure. Exactement, ouais, c'est juste un outil. Et le challenge pour des entreprises comme nous qui avons les moyens à y mettre, c'est pas y mettre trop de moyens non plus. Parce que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et moi, je préfère aller installer des panneaux solaires qu'aller faire un reporting sur des panneaux solaires, par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je veux réagir, c'est justement sur la chaîne de sous-traitance, en fait. Fondamentalement, on est tous convaincus, tout grand groupe qu'on est, qu'on ne sauvera pas le monde, hein, tout seul. Je ne sais pas si on sauvera le monde d'ailleurs, mais on n'y arrivera jamais tout seul. Et nous, Orange, on a 40 000 fournisseurs à peu près, et on est convaincus que 80% de nos émissions carbone, c'est nos fournisseurs, en gros. Et donc, on est convaincus que le succès de nos fournisseurs sera notre succès. Et vice-versa. Et donc, en fait, on travaille avec eux. Mais on a une structure différente de celle de Vinci, qui est un de nos grands fournisseurs, avec lequel on travaille sur un plan de progrès, ce qu'on appelle. Et en fait, nous, on a identifié 40 fournisseurs qui font 60% de nos émissions. Des grands noms, des Nokia, Ericsson, Huawei, pour ceux qui connaissent le monde des télécoms, des grands industriels, des Vinci pour les prestations d'intervention. Et en fait, on va essayer de discuter avec eux. CSRD ou pas CSRD, ce n'est pas notre problème, en fait. Notre problème, c'est: est-ce que vous avez une stratégie de décarbonation qui n'est pas la nôtre, mais qui est compatible avec la nôtre? Je ne demande pas aux gens... À Samsung, on ne va pas demander d'être net zéro carbone en 2040 comme nous. C'est pas grave, ils vendent des congélateurs, je leur en achète pas, je m'en fiche, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi, je leur achète. Et pour ça, on a besoin de se comprendre. Donc, est-ce qu'on a une stratégie commune? On a besoin d'identifier ce qui compte, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, les hotspots. Quand vous achetez un téléphone, d'où ça vient le carbone qu'il y a dans le téléphone? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et quand on comprend ça, en fait, on comprend sur quoi agir, quels sont les leviers. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'après, mes grands fournisseurs, mes Samsung, mes Vinci, mes Ericsson, ils vont cascader ça à leurs fournisseurs. Déjà parce qu'ils sont dans une démarche qui est similaire à la nôtre, donc ils ne m'ont pas attendu pour le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'identifier, parce que je réfléchis avec des pairs européens sur le sujet, que c'est très difficile d'aller demander à une PME, c'est quoi tes données qui me permettent de calculer ce qu'on appelle une ACV, une analyse de cycle de vie d'un produit. C'est super compliqué. Mais lui demander, mais est-ce que, si je reprends l'intervention, tu as des véhicules électriques ou tu as des véhicules thermiques? C'est une demi-seconde la réponse. Hein. Combien de kilomètres tu as fait en électrique, combien d'essence tu consommes, etc. C'est beaucoup, beaucoup de problèmes pour eux, pour tout compter, etc. Tu as des véhicules thermiques, tu as des véhicules électriques. C'est ça, c'est une demi-seconde et tu n'as pas beaucoup de véhicules électriques quand même. C'est une seconde de plus. Qu'est-ce que tu peux faire pour en avoir plus? C'est juste un exemple. C'est ce qu'on essaye de faire en fait. Je pense que la CSRD pour nous c'est utile parce que ça nous pose des questions de fond sur la rigueur à mettre dans l'extra-financier. Nous, ça nous fait beaucoup avancer, la CSRD par exemple, sur la notion de financement, de l'adaptation comme de l'atténuation en fait. Parce qu'un opérateur comme Orange, en fait, ça émet pas beaucoup de carbone. Et nous, l'atténuation, c'est pas tellement de la technologie, c'est surtout des process. C'est des choix, des décisions, etc. Et en fait, la plupart des choix qu'on fait, on les fait indépendamment du carbone et il se trouve qu'ils sont bénéfiques pour le carbone. Je dis souvent, l'argent n'a pas d'odeur, le carbone non plus. Hein. Si on fait quelque chose qui économise de l'argent et que ça économise du carbone, bah, tant mieux, on le fait aussi, quoi. Et en fait, mais il faut être capable d'identifier les budgets qui sont alloués à ça parce que de temps en temps, il y a des coupes budgétaires qui arrivent et être capable de mesurer l'impact d'une coupe budgétaire sur la trajectoire carbone, comme on sait le mesurer sur la trajectoire financière. Là, la SSRD nous a bien fait travailler et bien fait progresser là-dessus. Et après, vis-à-vis des fournisseurs, en fait, il faut qu'on comprenne ça et qu'on aille voir nos fournisseurs pour dire c'est ça qui compte. Enfin, d'ailleurs, c'est eux qui nous le disent. Hein. Ils se décarbonent, hein, nos fournisseurs, nous. Et nous, notre enjeu, c'est de surfer la vague, comme je dis toujours. Hein. Il y a une vague de décarbonation, il faut qu'on la surfe le mieux possible, qu'on comprenne avec eux où est-ce que nous, il faut qu'on appuie, où est-ce que eux, il faut qu'on appuie, et qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent à leurs sous-traitants aussi, à qui ils ne vont pas demander une CSRD, ils vont juste demander tu as combien de véhicules électriques. Guillemette, vous voulez réagir? Oui, sur ce point de pragmatisme, ça me faisait penser à un exemple au sein du groupe La Poste, qui est particulièrement exemplaire en termes de mesures et de performances extra-financières. Mais dans toute leur analyse sur le climat et l'adaptation,
Évidemment, eux, ils ont la problématique des tournées de leurs facteurs et des livraisons. Et finalement, là, leur action, ça a été de flécher de façon assez substantielle des investissements dans l'innovation textile. Donc pour les tenues et les accessoires des facteurs, pour qu'ils puissent continuer à faire leur livraison. Et ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est totalement essentiel et crucial, puisque c'est leur modèle économique qui est en jeu. Et c'est clairement une conséquence du travail qu'ils ont fait sur ces thématiques-là. Sur ce retour du pragmatisme, Marc, vous le constatez, vous, ou dans les entreprises que vous accompagnez aujourd'hui? Enfin, ce retour, c'est même pas un retour d'ailleurs, finalement, c'est le pragmatisme qui est en train de remplacer. Mais j'ai envie de dire que le pragmatisme, avant qu'on parle de J, de RSE, de CSRD et autre chose de ce genre, le pragmatisme, ça existait déjà dans des entreprises. Je pense que mais il avait d'autres formes peut-être. Oui, mais ça n'a pas changé. En fait, elles sont guidées par des stratégies, encore une fois, le court terme financier, le moyen terme industriel, le long terme écologique, c'est une seule décision de management dans les entreprises, d'une manière générale. Donc le pragmatisme dont elles font preuve dans l'exploitation et leur croissance, leur développement au quotidien, c'est le même dont elles font preuve pour gagner en robustesse, résilience, souveraineté, et qui donne bien sûr des résultats en termes de performance RSE, mais encore une fois, on ne fait pas ça pour avoir de la performance RSE, on fait ça pour faire les choses bien, on fait ça pour émettre moins, on fait ça pour consommer moins de ressources, on fait ça pour avoir des supply chains plus intelligentes. Donc rien n'a changé sur le pragmatisme en fait. Tout ce qui a permis aux entreprises d'arriver là où elles sont, elles mettent en œuvre ces compétences-là pour continuer à le faire de la façon la plus intelligente possible dans un environnement qu'on connaît, qui se dégrade, pour pouvoir être pérenne dans le temps. Rien n'a changé. Bernard, c'est vous qui m'aviez vendu cette expression. Alors je vais vous reposer la question. Est-ce que c'est un shift stratégique ou un drift purement opportuniste auquel on assiste aujourd'hui sur la question écologique et par extension sur toute la démarche ESG? Si on est d'accord sur le changement... Vous de me le dire. Si juste on est tous d'accord, et je crois qu'on l'est, sur le fait qu'il y ait un changement climatique, il va falloir qu'il y ait effectivement un shift. La difficulté, et ça je pense que c'est un problème pour beaucoup de grandes entreprises françaises aujourd'hui, c'est la question du business model. C'est-à-dire que finalement, on aborde tous plus ou moins les sujets de business model, mais on est encore souvent, et c'est tout à fait compréhensible, dans des logiques qui sont des logiques de réduction. Et puis plus on réduit, et plus c'est compliqué de réduire. Et quand on a des trajectoires ambitieuses comme des trajectoires SBTI, on se rend compte qu'il y a un moment où ça coince si on ne rentre pas dans la question du business model. Donc finalement, cette question-là, le shift, il est nécessaire pour des raisons qui nous dépassent absolument, qui sont des raisons physiques, qui font qu'un certain nombre d'entreprises demain ne pourront plus opérer dans le monde qui s'annonce. Voilà. Et ça, on a un certain nombre d'éléments. On peut dans une large mesure anticiper ce qui va arriver. Dès lors, il va falloir adapter. Oui, bien sûr, faire de la réduction, mais aussi poser à un moment donné la question du business model. Et ça, je ne sais pas si cette question est suffisamment posée encore aujourd'hui. Guillemette, sur la question du business model. Oui, model. je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'on arrive à un moment où la question, ce n'est pas tellement le recul ou l'avancée, c'est plutôt l'articulation entre comment est-ce que cette transition crée un rendement économique, une performance économique. Et comment est-ce qu'on le mesure et comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux. Et on est vraiment à cette jonction, j'abonde totalement dans ce sens. Marc, une remarque par rapport à ça, comme c'est un débat. Je ne sais pas si c'est un... Enfin, j'ai pas envie de dire que moi c'est un shift, parce que depuis que les entreprises existent, elles ont vu leur environnement, alors je choisis avec un petit E, changer, elles se sont adaptées à ces choses-là. Alors aujourd'hui, on a une échéance, enfin, dont on ne connaît pas l'année, mais on a une échéance d'un point de vue de la transition environnementale, enfin, du changement climatique qui est sans commune mesure avec ce qu'elles ont connu auparavant. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un shift. En fait, le shift qu'il y a aujourd'hui, c'est surtout que les entreprises se rendent compte peut-être du coût de l'inaction, en fait, du coût de l'attente. Toujours avec ces reculs mondiaux sur l'écologie, les entreprises vont un peu plus arbitrer au trimestre, un peu moins sur le long terme. On peut les comprendre, parce qu'elles ne savent pas très bien à quelle source elles veulent être mangées parfois.
On sait très bien que quand on attend, les risques augmentent, et souvent les risques, on les retrouve un peu plus tard dans les bilans des entreprises. Donc en fait, il y a un vrai sujet d'arbitrage aujourd'hui, et pour moi c'est là-dessus que je mets le shift, entre j'investis sur effectivement la transformation de mon business model, j'investis sur tout ce qu'on a cité comme facteurs, enfin les supply chains, la ressource, les émissions, etc., la décarbonation bien sûr, parce que je me rends compte que finalement le coût de l'impréparation, il va être infiniment supérieur au coût de la transition. Voilà. Et donc on se rend compte de ça. Pour moi, la bascule qu'on est en train de vivre, c'est plutôt celle-là que la découverte que maintenant il faut s'occuper de l'environnement. C'est une histoire de coût. Hein. Isabelle. Moi, je voulais réagir aussi sur la question de business model, parce que évidemment, c'est une question de business model, mais d'intégration dans les business models. Et donc, là encore, c'est environnement social, économique, ça ne peut pas fonctionner différemment. Je vous prends l'exemple de notre filiale de promotion immobilière, Vinci Immobilier. Il y a 5 ans, ils se sont donné un objectif de 0 artificialisation nette. Alors, si on le formule différemment, c'est 50% de développement économique fait à partir de recyclage urbain. Donc en gros, l'étalement urbain en France, il y a des limites physiques, et donc il faut qu'on aille chercher des friches industrielles et qu'on redéveloppe du bâti sur du bâti. Ils font la même chose qu'avant, c'est juste un objectif stratégique qui est différent. Alors non, ils vont sourcer différemment le foncier, effectivement. Et en fait, des changements comme ça, des implications, ou des inflexions du business model, on en a de plus en plus et partout, et c'est ça qui est en train de se produire. Hein. Par contre, je suis évidemment totalement convaincue que ça ne marchera pas sans l'économie. C'est-à-dire, il faut vraiment réconcilier. On ne peut pas faire de l'écologie sans avoir un business model qui soit rentable et fructueux aussi. Donc les entreprises ont vraiment à perdre. Jean-Benoît, je veux juste m'arrêter une minute sur le plan stratégique d'Orange, parce que je trouve que l'étiquette de ce plan stratégique raconte quand même comme un changement de pied. C'était Lead the Future, c'était ça, le dernier? Et là, le nouveau, c'est quoi? Trust the future. Pourquoi? Parce que la confiance est au cœur. Non, mais parce que oui, fondamentalement, moi j'aime beaucoup en plus le Trust the Future. La confiance est au cœur, et derrière confiance, en fait, on met la confiance. Nous, on a un opérateur télécom, on brasse du numérique, donc évidemment la cyberconfiance est au cœur. Vous savez, la raison d'être d'Orange, c'est Orange est un opérateur, et la raison d'être date de 2019. Orange est un opérateur de confiance qui donne les clés d'un monde numérique responsable. On donne les clés. Ça, c'est la version client, oui. Et la version business. Non, mais Trust the Future, c'est-à-dire premièrement, il y a aussi l'idée que je trouve exprimée très bien par notre patronne, de donner un message positif. Un peu, il y en a marre d'entendre que des messages négatifs, on va tous mourir. Oui, on sait qu'on va tous mourir le plus tard possible, comme disait Jean-Michel Larquet à Thierry Roland en 98, pour ceux qui ont suivi la finale de la Coupe du Monde. En fait, on veut donner un message positif. En fait, on peut apporter du positif. Ayons confiance dans ce qu'on est capable de faire, collectivement. Évidemment, ça demande des efforts. Ça demande... Moi, je dis qu'il y a 2 mots importants pour nous, c'est collaboration et courage. Il faut collaborer entre nous, parce que sinon on n'y arrivera pas, entre nous fournisseurs. Je peux vous dire, même entre nous, dans le respect des règles, du droit de la concurrence, etc., avec mes pairs européens, on évite quand même trop de collaboration directement avec les autres opérateurs, etc. Et il faut du courage, parce qu'il faut avoir le courage de se dire qu'il faut qu'on sorte de la boîte dans laquelle on est. Si on revient sur les business models, en fait, jusqu'à présent, très objectivement, on a fait beaucoup d'efficacité. Quand je vais aller solariser des sites mobiles, mettre des panneaux solaires sur des sites mobiles, ça reste des sites mobiles qui font la même chose, sauf qu'elles le font de façon plus efficace et économiquement et d'un point de vue carbone. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'on passe au concept de frugalité. Le concept de frugalité, c'est pas tellement j'en fais moins, non. La frugalité, ça vient de fruges en latin, c'est exploiter les fruits de la terre. C'est tirer le meilleur profit de ce que j'ai dans la durée. Parce que si vous épuisez votre terre une année, l'année d'après, vous crevez de faim, quoi. Donc en fait, il faut avoir cette gestion-là. Et je pense que le problème qu'on a, nous Orange, je ne dis pas que c'est général, chez nous Orange, c'est qu'on manque d'outils pour déterminer si un business est frugal ou pas. Tout le monde sait chez Orange qu'on a des objectifs économiques. Tout le monde sait qu'on a des objectifs carbone. Ils sont affichés. Peu de monde fait le lien entre les deux. Moi, souvent, il y a des gens qui viennent me dire « Ah, il y a un projet là, il fait 1000 tonnes de carbone. C'est bien ou c'est mal ?» Ben, ça dépend. Ça dépend. Et en fait, comment est-ce qu'on mesure? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je considère maintenant le carbone, comme les minéraux, etc., comme une ressource, un investissement.
Donc l'objectif, c'est quand j'émets 1000 tonnes de carbone, combien de valeur je génère? Si je génère plus que mon ratio à horizon 2030, je connais le free cash flow d'Orange en 2030, enfin ce qu'on est censé faire, je connais les émissions qu'on est censé faire. Je fais une division, pouf, j'ai un ratio, je peux le faire pays par pays, etc. Si un projet il est meilleur que ce ratio-là, c'est un projet relatif, j'ai intérêt à transformer tous mes projets comme ça, parce que je tiendrai et mes objectifs financiers et mes objectifs carbone. S'il est moins bon, il est dilutif. J'ai surtout pas intérêt à en le faire, parce que soit je tiens mes objectifs financiers et je tiens pas mes objectifs carbone, soit mes objectifs carbone et je tiens pas mes objectifs financiers. Sauf que ce type d'outil-là, aujourd'hui, dans un comité d'investissement d'Orange, ça n'existe pas. Donc on l'a inventé il y a une petite année, on est en train de réfléchir, moi, avec les équipes financières, comment on le met en place. Et en fait, c'est ça qui va nous donner de la confiance dans notre capacité à gérer les deux, plutôt que de balancer des objectifs économiques, des objectifs carbone. Vous en faites pas, je vais faire les deux, mais je ne sais pas comment je vais faire. Là, on est en train de se donner des outils pour être capable de maîtriser ces trucs-là. Le fameux trust. Donc, le fameux trust. Et ce que je vous ai raconté sur le carbone, qui est mon domaine, ben on le fait aussi sur la cyber. On amène des offres dans les mains des clients dans tous les pays du groupe Orange. C'est l'objectif, à horizon 2030. Dans tous les pays, on a des offres qui permettent de protéger sa vie numérique, etc. Donc on essaie d'appliquer ce concept-là. Comment est-ce qu'on se donne confiance, nous, dans notre capacité à réaliser? Comment on donne confiance à nos clients dans le fait que quand ils vont utiliser les outils d'Orange, alors ils seront cohérents avec l'objectif qu'on s'est fixé, nous, qui est économique et RSE. Pour conclure, parce qu'il va déjà être l'heure de se quitter, on est en retard, mais c'est passionnant et tout ça, non, je ne vais pas vous demander de regarder dans une boule de cristal à 10 ou 20 ans. L'exercice est redoutable, surtout en ce moment, depuis les mois qu'on vit. Mais si on se retrouve l'année prochaine, là, tous les 6, de quoi on discute, à votre avis? Ensemble. De façon assez basique. Isabelle? Moi, j'avais envie de mettre les ressources au centre. C'est est-ce qu'on a suffisamment conscience des ressources qu'on a à disposition? Et je parle pas que fini des ressources. Je ne parle pas que des ressources minérales ou énergétiques, mais aussi des ressources capacités, compétences humaines, etc. Parce que finalement, quand je regarde le Brésil, l'Afrique du Sud qui vont sur la bioéconomie ou la Chine qui électrifie fortement, c'est basé sur des ressources, alors physiques en l'occurrence là. Mais est-ce qu'on a suffisamment fait ce constat-là en Europe, en France, dans nos territoires? Et est-ce que les ressources sont devenues un facteur déterminant de priorisation? Question des ressources. Jean-Benoît? Moi, je pense qu'on parle de deux choses. Premièrement, l'économie circulaire, qui a à voir avec les ressources. Deuxièmement, on commentera le chiffre qui est passé inaperçu, que la Chine a gagné plus d'argent en vendant des technologies de décarbonation que les États-Unis en vendant du pétrole. Bon thème de table ronde. Marc? Pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit, il n'est pas impossible, si on se revoit tous les 6, qu'on parle à peu près des mêmes choses. C'est le côté un peu inquiétant. Après, il faut se faire confiance aussi. Et pour une raison de surplace ou Oui, et toujours pour des raisons de brouhaha, médiatico, communication, etc. En creux, les entreprises auront continué à avancer certainement. Et puis, oui, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il faut de la stabilité. En fait, on peut faire des réglementations dures, mais laissons-les, adaptons-nous. Il ne faut pas en faire des dures et puis les changer, en remettre d'autres à la place. Laisser penser que les choses se sont simplifiées toutes seules sous prétexte qu'on a simplifié la réglementation. C'est une forme de surplace aussi, finalement. Ce qui ressemble à du surplace. Il faut faire confiance en fait aux acteurs. Guillemette, si on se revoit dans un an, oui. Au cœur de la conversation, c'est quoi le dossier brûlant? Alors peut-être pour prendre de l'autre côté du sujet, c'est-à-dire d'un angle un peu plus macro et des entreprises, mais avec l'exemple du portefeuille de l'APE. Donc le portefeuille de l'APE, c'est un portefeuille qui se porte bien économiquement, qui performe bien, qui grossit en valeur et qui se comporte bien aussi en termes extra-financiers, notamment grâce à Orange, mais grâce à beaucoup de nos sociétés. On a Bravo Jean-Benoît. Un taux de féminisation qui est 5 points supérieur à celui de la moyenne du CAC 40, à 33%. On a une part de rémunération variable des dirigeants à 22%, qui est en croissance. Et donc, ce lien entre une bonne performance extra-financière et une performance économique, pour l'instant, j'ai envie de dire, ça marche, mais on a vraiment peu de recul. Et j'aimerais bien l'année prochaine pouvoir vous dire que c'est toujours le cas et que ça continue. Ça ne devienne pas antagoniste, autrement dit. Bernard, pour conclure, si on se revoit dans un an, de quoi on parle? Alors, je ne suis pas sûr qu'on va parler de stabilité réglementaire, parce que ça, je pense qu'on peut oublier.
Ça va faire partie de la résilience. Des questions de résilience, il y aura notamment ça pour les entreprises. Il y aura, hélas, probablement la question des ressources, effectivement. Ça, c'est si je prends ma casquette des contacts qu'on a à l'école avec les entreprises. Si je prends ma casquette d'universitaire, je pense qu'on va parler de géopolitique. Je pense qu'on va beaucoup parler de géopolitique. On en parle déjà pas mal, finalement. Ouais, mais on en parlera encore plus. Merci à vous 5. Merci pour ces échanges. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. À suivre un débat sur le secteur associatif. Doit-il encore prouver son efficacité? Animé par Timothée Duverger. Merci à vous.